Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de BFM Business sur Parlons Crypto. Comment vas-tu Thibaut? Ça va très bien et toi? Alors de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle enfin d'un sujet qu'on a déjà évoqué dans plein d'émissions, mais sur lequel on n'a jamais pu aller un petit peu plus en profondeur. On va parler de gouvernance et des fameuses DAO, ces organisations autonomes décentralisées. On l'a évoqué à travers plein de projets qu'on a reçus sur plateau, mais on va vraiment aller au cœur du sujet, essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, comment ça s'organise, et parce que potentiellement, les modes de gouvernance de demain vont être amenés à changer. Et c'est intéressant de s'y intéresser. Et pour ça, on reçoit Thomas Molin, qui s'occupe de tous ces sujets chez Messari, gros acteur américain sur le sujet. Comment vas-tu, Thomas? Très bien, et toi? Ça va hyper bien. Merci beaucoup d'être là, parce que Merci Thomas à est vous. très rarement en France. On a la chance de l'avoir sur cette semaine particulière de la Paris Blockchain Week. Je me devais d'être là. Bon, on va utiliser cette chance à bon escient. Alors, question d'usage Thomas, quand on arrive dans cette émission, est-ce que tu peux nous livrer ton parcours et m'expliquer comment tu es tombé dans la blockchain? Ouais, bien sûr. D'abord, merci de me recevoir. Pour faire simple, j'ai commencé à réellement m'intéresser à la crypto en 2017, comme beaucoup de monde, en achetant des shitcoins qui ont perdu 90% de leur valeur avec le bear market. Avec le crash, je me suis reconcentré sur la finance traditionnelle, secteur dans lequel j'ai évolué pendant un an et demi. Tout d'abord en investment banking et ensuite en private equity, focus sur la technologie. Avec la crise du Covid, le confinement et tout ce qui s'en est suivi, j'étais à la recherche de nouveaux challenges. Je continuais de m'intéresser au secteur crypto. Ça faisait partie des secteurs que je ciblais pour une éventuelle reconversion. Le DeFi Summer est arrivé à l'été 2020. Je sentais, c'était un des premiers indicateurs, que le prochain bull market était proche. Et j'ai décidé de me tourner vers le secteur crypto. J'ai postulé chez Messari, qui à l'époque était déjà une des entreprises leaders en termes d'information, research et data dans le secteur crypto. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Messari. J'ai rejoint Messari en tant qu'analyste. Je couvrais à l'époque le secteur DeFi. Déjà, les sujets de gouvernance des secteurs DeFi. Et après 7 8 mois, pendant le bull market, il y avait plein de sujets, plein de nouveaux projets qui se lançaient, plein de sujets pour chaque projet sur les propositions de gouvernance qui étaient votées. C'était très compliqué de tout suivre. On a décidé de lancer un nouveau produit dédié à la gouvernance, qui est maintenant Messari Governor, et dont je me suis occupé depuis le début. J'ai monté l'équipe qui aujourd'hui couvre ce secteur-là, et c'est ce dont je m'occupe aujourd'hui chez Messari. Alors, les aficionados de la crypto, ils connaissent bien Messari. C'est probablement pas le cas de beaucoup des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est Messari? Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Et puis, qu'est-ce que toi, tu fais spécifiquement comme métier chez Messari? Ouais, bien sûr. Alors, pour la description très rapide qu'on fait pour parler aux gens aux financiers ou aux gens qui connaissent pas le secteur, c'est de dire qu'on construit, qu'on développe le Bloomberg de la crypto. La mission de Messari est d'apporter de la transparence et de la confiance au marché crypto en fournissant de l'information et de la data fiable, claire et bien organisée pour favoriser l'adoption de Monsieur Tout-le-Monde et de son adoption sur le marché crypto. Pour ce faire, on a deux types de personnes qui travaillent et qui remplissent cette mission-là. Les ingénieurs qui développent des outils, type screener, chart, dashboard, subgraph, tous les outils d'ingénieurs et qui nécessitent du code, du développement d'ingénieurs et qui permettent d'analyser l'information de la blockchain. On va chercher dans la blockchain, c'est ça. Exactement. Donc, en fait, on va dans les couches basses de la blockchain. Exactement. On va regarder ce qu'il y a dans les blocs et on remonte l'information des blocs qu'on analyse. On va chercher l'information atomique et on l'agrège pour avoir l'information la plus précise possible. Avec des métriques spécifiques qu'on développe aussi qui permettent d'affiner l'analyse pour toutes les personnes qui s'intéressent à la crypto et de la rendre plus digeste. Et d'un autre côté, on a tout le département research qui monitore le secteur, rédige des rapports,
des notes, des analyses sur les grandes tendances. Ça peut être, la semaine dernière, par exemple, Arbitrum, une des scaling solutions en vogue, a annoncé le lancement de son token. On a rédigé une note dessus expliquant et couvrant le phénomène. Ça peut être, on fait également du financial reporting sur les plus gros projets et c'est du coup notre département research qui s'en occupe. Personnellement, je m'occupe du coup de la research en gouvernance, sur tous les sujets de gouvernance chez Messari et de tout ce qui touche au DAO, à la gouvernance de ces DAO. Je sens que ça va être passionnant. Tu nous fais ta petite définition des DAO quand tu expliques ce que c'est Ouais. Alors, DAO, organisation décentralisée et autonome. Du coup, la définition a pas mal évolué avec le temps. Elle risque même d'évoluer encore. Et elle va évoluer encore, mais ça représente une organisation dont le système de gouvernance est autonome et automatisé, car codé dans un smart contract, qui peut être immuable ou pas. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer les règles de gouvernance ou pas. Il y a un aspect très important à prendre en compte aujourd'hui quand on parle de DAO, c'est l'aspect de communauté, car les organisations que représentent ces DAO-là sont souvent des communautés, avec des token holders, c'est-à-dire des personnes qui possèdent un même token qui va être utilisé pour voter. Ce sera donc un token de gouvernance et qui va être utilisé pour voter sur les développements de la DAO. Ça touche globalement tous les secteurs, notamment le secteur DeFi, et on votera du coup sur les changements de paramètres de la DAO, sur l'orientation stratégique, sur le financement que va recevoir la DAO ou sur qui va financer la DAO. Ça peut être une autre DAO ou bien l'équipe interne à la DAO. Et c'est du coup cet aspect de communauté qui est très important aujourd'hui. Oui, en fait, ça va être l'organe au travers duquel la communauté va pouvoir s'exprimer sur le projet pour lequel elle est porteuse de token. Exactement. Un token, Exactement. un droit de vote, et puis ensuite... Exactement. Bon, après, on peut rentrer dans les détails avec différents systèmes de gouvernance, différents types de votes. Ça, c'est on fera plus ça. tard. On va découper ça. Toi, en gros, ton rôle du coup aujourd'hui, enfin le rôle de ton département chez Messari, c'est de fournir à toutes ces organisations tous les tools, en tout cas tous les moyens de pouvoir s'organiser pour assurer la gouvernance. C'est ça. Du coup, le produit Messari Governor est dans la continuité de la mission de Messari, qui est d'apporter de la transparence, de l'information claire et bien organisée pour la gouvernance. Dans ce sens, on agrège toutes les informations sur les projets, sur les DAO qu'on couvre, liés à leur gouvernance. À l'heure actuelle, on peut le faire de bout en bout sur Messari Governor. Avant Governor et avant d'avoir des agrégateurs de gouvernance, on pouvait la première proposition apparaissait sur un forum ou sur Discord, donc une première plateforme. Elle pouvait être votée off-chain sur une première plateforme de vote, ensuite votée on-chain sur une deuxième plateforme de vote, ensuite exécuté on-chain sur GitHub, et ça faisait du coup 5 plateformes à monitorer. C'était ça ma question, c'est-à-dire qu'en fait, avant votre arrivée, la gouvernance sur le projet de blockchain était extrêmement déstructurée. Et donc, l'outil que vous apportez, c'est la machine de vote, finalement. On rentre la question d'un côté et sort le résultat de l'autre, et qui est directement ensuite implémenté sur les smart contracts et sur les blockchains. C'est ça. Du coup, notre plateforme permet aux token holders de voter directement sur Messari, et l'exécution ensuite se fait on-chain par le smart contract. Mais on agrège effectivement toute l'information sur une plateforme, c'est-à-dire qu'on pourra, si on va sur Messari Governor tout de suite, on pourra voir une proposition, elle sera synthétisée avec seulement l'information qui est importante pour les stakeholders. On va fournir une catégorie pour pouvoir filtrer, si on le souhaite, par type de proposal. Ça peut être une proposition qui sera en lien avec les paramètres de la DAO, avec l'équipe de la DAO, avec le financement, avec ses tokenomics. On va proposer différentes catégories, un niveau d'importance et agréger toutes les sources. Le lien vers le forum si besoin, le lien vers la plateforme de vote, le lien vers le smart contract et tous ces éléments-là. J'ai une question d'ailleurs. Une fois que c'est voté, vous allez jusqu'à vérifier que ça a bien été implémenté ? Alors là, on rentre dans les grandes différences de la gouvernance. On distingue globalement deux types de gouvernance, la gouvernance off-chain et la gouvernance on-chain.
Off-chain, ça signifie qu'une une proposition de gouvernance est votée par les token holders, mais son exécution on-chain, c'est-à-dire son implémentation et l'implémentation de la proposition, doit être faite par les ingénieurs et par les codeurs de la DAO. Et dans ce cas-là, ça doit être traqué. Ce qu'on fait pour certaines DAO, parce que ça demande plus de travail de nos analystes et ça demande un certain monitoring de la blockchain. Pour la gouvernance on-chain, tout est dans le smart contract et la proposition est exécutée ou implémentée dès qu'elle est votée et dès qu'elle passe. Passionnant. Ouais. Bah, puis après, ça dépend aussi de ce que contient en fait le vote en fonction de ce qui a été exécuté. Ça peut prendre plus ou moins de temps aussi dans l'exécution. Tu as répondu en partie à mes questions. C'était globalement votre service, il couvrait quoi? Et aujourd'hui, les utilisateurs de ton service, est-ce que c'est... Moi, je suis membre d'une communauté et j'ai envie, je ne suis pas forcément un grand connaisseur ou je n'ai pas le temps de tout suivre et je vais être amené à utiliser tes outils, ou est-ce que c'est directement les DAO qui viennent à toi en disant, bah, voilà, nous, on est une DAO, on fait ci, on fait ça. On a besoin de s'organiser parce que la grosse problématique des DAO, en tout cas au départ, c'est que ça manquait d'organisation. Et puis en plus, c'était très jeune, donc les gens qui étaient derrière aussi n'avaient pas forcément toute la connaissance et la compétence technique, et tu ne peux pas être sur tous les fronts. Donc c'est qui à qui tu t'adresses en fait? Un peu aux deux? Comment ça se passe? Alors, globalement, à tous les stakeholders et à toutes les personnes qui ont un intérêt à suivre de près ou de loin l'activité d'une DAO. Ça peut être des investisseurs qui ont investi et qui ont, comme type VC Fund, des fonds de venture capital, qui ont investi dans une DAO et qui ont du coup 10, 15, 20 DAO dans leur portefeuille et n'ont pas les ressources pour monitorer ces 20 DAO. Et du coup, là, ils peuvent venir sur Messari Governor, avoir tout synthétisé, agrégé, ils peuvent filtrer par catégorie, type d'importance. C'est une partie de nos utilisateurs. Ensuite, ça peut être les token holders, plus retail, qui, pareil, n'ont pas le temps de suivre toutes ces DAO-là ou n'ont pas les compétences techniques et du coup peuvent venir sur notre plateforme, ce sera synthétisé et l'information sera plus claire et plus simple d'accès. Et ça peut être également les DAO elles-mêmes qui n'ont pas, comme tu l'as dit, leur première difficulté est de se structurer et de trouver un moyen de se développer et de scaler. Et du coup, structurer leur conversation et trier tout ça et organiser tout cet aspect-là n'est pas leur première demande. Et du coup, ils peuvent faire appel à nous et nous, on sera là pour ça. Et on sera là et on va leur fournir un outil leur permettant d'avoir cette information. Parce qu'aujourd'hui, le paysage, tu l'as évoqué juste avant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand tu veux suivre, tu en as un petit peu sur Telegram, un petit peu sur Discord. Tu as un interlocuteur là, un autre là, Exactement. Un qui est au Brésil, un qui est au Japon. Et en fait, tu ne sais jamais à qui t'adresser, comment suivre. Ça a été voté. Donc, tu permets d'amener toutes ces structurations à cette décentralisation, parce que du coup, décentralisation ne veut pas dire déstructuration, contrairement à ce qu'on peut penser des fois. Oui, c'est vrai que suivre un projet aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut être sur Medium, Telegram, Twitter, Discord. Et encore, avec tout ça, on n'est pas sûr d'avoir de recevoir toute l'information. Et ça, c'est seulement un projet. Oui, c'est ça. On est rarement intéressé qu'à un seul projet. Absolument. On est généralement intéressé à plusieurs projets. Oui, pour suivre les projets dans lesquels on est investisseur, il faudrait y passer une vie. C'est ça. C'est vraiment extrêmement compliqué. Alors justement, chez Messari, vous êtes organisé comment en interne? Parce qu'il faut à un moment concentrer cette data. Il y a de plus en plus de DAO, il y a de plus en plus de projets. C'est quoi le profil de vos équipes aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir un sacré bagage pour pouvoir suivre tout ça, à la fois technique, juridique, éventuellement de développeurs. Comment on recrute et comment on structure une équipe comme ça? Alors, chez Messari, chaque produit a une équipe dédiée, disons. Dans le cadre de Messari Governor, on a d'un côté les ingénieurs qui vont développer l'intégration de tous les governance smart contracts, donc tous les contrats intelligents de gouvernance de chaque projet, qui vont développer les dashboards qu'on propose aussi sur... Ça, c'est fait chez vous? C'est fait chez nous par nos propres ingénieurs. Et globalement, la stratégie de Messari est de toujours faire les choses in-house pour être sûr de ce qu'on fait, pour être sûr de proposer de l'information et de la data fiable. Et du coup, on a nos ingénieurs qui vont développer les dashboards sur les DAO, le fait de pouvoir voter sur Messari directement, la façon dont on pool la data on-chain sur la gouvernance.
Et de l'autre côté, on a nos analystes, dont moi je m'occupe principalement, nos gouvernance analystes, qui, eux, monitorent tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en interne, on discute de la manière dont ça doit être couvert, dans la manière dont ça doit être organisé, fait. Et c'est comme ça qu'on s'organise. Ça, c'est des profils fonctionnels, mais tous ces gens, ils ont quoi comme bagage, comme background? Les ingénieurs, bien entendu, on recherche des ingénieurs qui ont un background assez solide, généralement au moins 2 à 3 ans. Ensuite, on a, en fonction du type d'ingénieur, que ce soit des front-end, back-end, blockchain ingénieurs, ça dépend, mais on leur demande plus ou moins d'expérience. Pour les analystes, sachant que c'est moi plus directement qui les recrute, une des premières choses que je leur demande, bien entendu, c'est de savoir ce qu'est un process de gouvernance en crypto, savoir quels sont les 2, 3, 4 plus gros frameworks de gouvernance en crypto aussi, pouvoir me parler d'une proposition de gouvernance récente qui a fait un peu de débat et de me la résumer et de me l'expliquer clairement. Et à partir du moment où ils ont ce background-là, qu'ils l'ont fait pendant un certain temps, j'estime qu'ils ont les capacités pour le faire chez Messari. Mais c'est aussi une des subtilités de notre monde, c'est qu'en fait, pour le coup, c'est des métiers sur lesquels c'est même difficile de mettre un mot. Tu n'as personne qui a 15 ans d'expérience sur ces sujets-là. Exactement. Ceux qui ont déjà 2-3 ans d'expérience sur ça, Oui, c'est déjà colossal. Et c'est souvent même des gens qui sont autodidactes et qui ont été un petit peu digués par eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à trouver comme fait. Et ça représente combien de personnes aujourd'hui chez toi? Chez Messari ou chez sur la partie gouvernance? On est une quinzaine, entre 15 et 20. Ok, et vous arrivez à suivre combien de projets, tu sais? Entre 100 et 150. Ok. Juste sur la partie gouvernance, parce qu'ensuite on a un outil équivalent de market intelligence qui couvre en partie la gouvernance, qui reprend tout ce que fait Messari Governor et qui couvre plus largement le marché et qui va couvrir les hacks, les blockchain halts, les risques liés à la régulation, les nouveaux produits qui se lancent, les testnet ou mainnet launch et toutes ces choses-là. Et en termes de scalabilité, si tu veux couvrir donc là 150, si tu veux passer à 300 projets, il faut que tu doubles la surface de ton équipe ou tu arrives quand même à t'adapter? Alors c'est là qu'on arrive à une des limites à prendre en compte sur laquelle on travaille, qui est l'intégration des governance framework, c'est-à-dire quel smart contract et quelle structure chaque DAO choisit d'utiliser. On a réussi à monter à 150 en visant et en ciblant les frameworks les plus utilisés. Pour donner quelques noms, Snapshot Voting, qui est un outil de vote off-chain, nous a permis d'intégrer entre 50 et 60 DAO, dont des très importantes comme Aave, Uniswap, le Gitcoin, Optimism ou autres. Et ensuite, il y a 2, 3, 4 autres gros governance smart contracts sur Ethereum qui nous ont permis d'intégrer toutes les autres grosses DAO, Maker, Aave, Compound, INS et toutes ces DAO-là. On couvre globalement la très grande majorité de l'écosystème Ethereum aujourd'hui et on va s'attaquer aux autres blockchains. Ouais, c'est passionnant. Et au total, c'est combien de personnes? Messari. Messari, ouais. 130. Ouais, ça commence à devenir une sacrée boîte. Ouais. Et tu as des points entre les différents départements? Je veux dire, par exemple, est-ce que quand tu vas faire de la contextualisation, c'est la partie research qui l'a fait? Comment ça se passe tout ça? L'idée, c'est de travailler tous ensemble parce que forcément, on peut avoir des synergies ensemble et on veut éviter l'overlap dans ce qu'on fait. Du coup, nous, dans ce qu'on fait, on est globalement vu comme les experts pour tout ce qui est gouvernance, DAO. Et du coup, quand un de nos collègues va avoir besoin d'informations sur une proposition, sur quelque chose qui est lié à la gouvernance, ils vont faire appel à nous. On va prendre le temps et on va travailler ensemble là-dessus. Pareil pour les ingénieurs. On a du coup nos ingénieurs sur Governor qui travaillent sur l'intégration des Governance Smart Contracts. Si d'autres équipes qui développent des subgraphes ou des data apps qui sont liés à ces sujets-là ont besoin, ils peuvent faire appel à nous et on sera là pour les aider. Et c'est quoi votre business model? On a différents types d'abonnements. Un premier abonnement qui est
Pro qui est destiné au retail principalement, qui a le prix d'un retail entre 30 et 50 euros par mois et qui permet d'avoir accès à certains outils. Et ensuite, on a un abonnement Enterprise qui vise principalement les entreprises de tout type, les régulateurs, les fonds, les institutions, les entreprises crypto, les retails qui ont plus de moyens et qui ont besoin d'outils plus professionnels, plus globalement tous les professionnels de la crypto. Et il vous est déjà arrivé de faire des recherches spécifiques pour une institution, une entité juridique ou un État qui vous dirait on a besoin de tel ou tel type d'information. Est-ce que vous pouvez aller nous chercher ça sur la blockchain? Alors, dans notre offre de produits, dans les différents produits qu'on offre, ça nous est arrivé de faire des recherches pour des clients. On essaie bien entendu d'éviter les recherches en one-off qui ne sont pas scalables, mais on a notamment une offre institutionnelle qui est très utilisée par toutes les entreprises qui listent des tokens parce qu'elle fait toute une partie de due diligence avant le listing d'un token, par exemple. Ensuite, on a une offre de financial reporting qui est principalement à destination des DAO. Quand une DAO veut structurer son reporting et son information, on peut avoir des analyses qui font l'équivalent de rapports trimestriels financiers pour une DAO qui sont ensuite redistribués auprès de tous nos partenaires. On a la chance d'avoir comme partenaire Bloomberg, S&P et du coup tous ces rapports-là sont ensuite redistribués sur ces plateformes-là et avec une audience plus professionnelle et plus intéressante pour les DAO. Passionnant. Et est-ce que Messari participe, je vais dire, directement à la gouvernance d'un certain nombre de sujets ou de projets? Alors, très bonne question. Le premier point est que Messari a toujours été prudent et conservateur dans tout ce qui est conflit d'intérêts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Messari et le brand name de Messari est reconnu pour son impartialité. On ne participe pas directement à la gouvernance des projets ou pas directement à quoi que ce soit ou à la stratégie des projets, mais en tant qu'expert d'un certain secteur, ça nous arrive de fournir des insights aux DAO. Par exemple, Uniswap, ces derniers mois, s'est étendu dans plusieurs blockchains. La dernière en date, c'est la BSC, Binance Smart Chain. Nous, on a couvert des propositions d'intégration dans des nouvelles blockchains pour des compétiteurs d'Uniswap. Et du coup, on a pu les contacter, puisqu'on les connaît bien, on a pu les contacter, leur dire, voilà, si vous souhaitez regarder comment on fait vos compétiteurs, vous pouvez vous renseigner là, là et là. Du coup, on peut partager de l'information qui pourrait être intéressante pour eux. Et c'est le genre d'intervention et de service et d'insight qu'on peut fournir. Ouais, c'était justement ma question, c'est quoi justement la limite de ton intervention du coup quand tu fais ça pour éviter de tomber dans le conflit d'intérêts. Donc tu fais ça. Et est-ce que à l'inverse, tu peux être aussi consulté par des acteurs en disant bah voilà, on envisage de faire tel ou tel déploiement. Est-ce que vous avez un track record? Est-ce qu'il y a une manière de le faire qui fonctionne le mieux? Chose qui peut être interprétée de différentes manières, mais qui en réalité, quand on parle de gros protocoles, tu as aussi des enjeux même de protection des utilisateurs qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est quoi votre position par rapport à ça? Alors, notre position est toujours dans la transparence et on souhaite toujours apporter de la valeur. Donc, si on peut partager de l'information qui n'est pas confidentielle ou quoi que ce soit, on le fera, mais on ne conseillera jamais rien. Et on ne fera pas de consulting ou d'advisory. On partagera juste l'information et on dira voilà toutes les situations que nous on a vues. Généralement, on en a vu plus que les DAO elles-mêmes ou plus que les fonds elles-mêmes parce que c'est notre métier de couvrir globalement tout et pas seulement un subset du secteur. Et du coup, on va pouvoir partager l'information, leur fournir notre analyse et ensuite les laisser prendre une décision. Ok. Et quand tu fais de la contextualisation d'informations pour un vote, du coup, vous avez une organisation en interne qui s'assure que la contextualisation fait en sorte que ça n'influence pas le vote de telle ou telle manière, même si vous avez, j'imagine parfois, parce que justement, comme tu l'as dit, vous avez un track record, vous avez vu passer des choses. Il y a des fois, j'imagine que vous avez un avis sur le sujet et que parfois, il y en a, ils ne font peut-être pas dans la même direction, mais mon notre rôle, ce n'est pas de leur dire quoi faire.
Exactement. Bah, on a d'ailleurs un avis assez souvent. On en discute en interne. Mais ensuite, dans la contextualisation, c'est très simple. On reste très factuel. Ok. Et typiquement, on va dire, si, ce paramètre, ce vote concerne ce paramètre-là et veut faire passer le taux de collatéralisation de 100% à 150% sur tel pool, par exemple. Vous pourriez être d'incroyables experts de la tokenomics. On pourrait. Ouais. C'est partie des sujets. Ouais, ça fait partie des... D'accord. On pourrait. Ouais. Et à nouveau, en analysant le marché 24 sur 24, 7 jours sur 7, forcément, les personnes qui vont analyser le secteur gaming, les NFT, les scaling solutions, les bridges ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, ils développent une expertise qui est, en plus de ça, améliorée par tous les débats en interne que nous, on a et toutes les synergies qu'on a en interne. Pour l'instant, on se focus sur les produits. En fait, de la même manière que, de toute façon, la partie gouvernance, c'était pas c'était pas le métier au départ, ça a été une extension qui a été amenée parce que vous avez pu aller sur le terrain. Donc, on peut imaginer que demain, la tokenomics, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas, mais c'est passionnant parce que de l'extérieur, et vraiment, moi, je vois ça par le tout petit bout de la lorgnette, je me dis que de temps en temps, la tokenomics des projets est un peu trop figée. Dans un univers qui évolue très très vite et qu'elle aurait probablement un intérêt à respirer plus vite. D'ailleurs, c'est des choses qu'on sait bien faire dans les entreprises du Nouveau Monde. Autour de cette table, l'Ancien Monde, c'est moi. Hein. Mais dans les entreprises de l'Ancien Monde, c'est des choses qu'on sait très bien faire. On fait très régulièrement des augmentations de capital, on fait des diminutions de capital, on rachète ses propres titres, on fait des émissions obligataires, on les fait sur des durées différentes. Je veux dire, on joue très très bien avec l'actionnariat et le flux de fonds, les remontées de dividendes, les redescentes, etc., etc. Et dans énormément de projets de blockchain, je trouve que ça manque. Qu'il y a des projets qui ont des grosses inflations de tokens dans des périodes de bear market. Peut-être qu'il faudrait faire des choses de façon différente. Enfin, je veux dire, et probablement, il y aurait un énorme rôle à jouer dans cette information. Et de remettre en fait un projet de façon scalable, avec une vision macroéconomique, quoi. Complètement. Et je suis totalement en ligne avec vous. Et c'est un des sujets de... Cool, on vient de créer une nouvelle branche. C'est un des gros sujets de la gouvernance. C'est que la gouvernance est très importante dans le développement des DAO, mais parfois c'est une des causes du manque d'agilité de ces mêmes DAO-là. Et d'un côté, on va choisir de pouvoir prendre des décisions très vite, mais du coup, on va perdre en décentralisation pour la DAO, ce qui, sur le long terme, n'est pas la solution. Ou d'un autre côté, on va choisir l'hyper-décentralisation, mais la complète désorganisation du projet, un ralentissement dans la prise de décision, un ralentissement dans l'agilité pour changer les tokenomics, mais ça, tu parlais des tokenomics, mais ça peut toucher aussi bien les tokenomics que les produits qui vont être lancés par le projet. Comment va se passer le financement de ce projet-là, les sub-DAO, donc les sous-groupes qui vont permettre de gérer opérationnellement la DAO vont être élus, et qui va être élu dans ces sub-DAO-là. Et tous les sujets. En fait, tu mets le doigt sur quelque chose que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en fait, la décentralisation, et c'est finalement assez intuitif, crée une entropie considérable. C'est-à-dire que plus je suis décentralisé, plus quelque part je suis sécurisé, mais plus mon temps de latence est lent. Il faut remonter les votes, c'est vrai que de temps en temps, une bonne vieille dictature, ça permet d'aller plus vite. Effectivement, et c'est pour ça que généralement, pendant un bull market, la décentralisation est un des aspects auxquels les gens ne prêtent pas beaucoup attention, parce que ça permet au projet d'évoluer très vite et du coup d'avoir une croissance, disons, plus ou moins rapide, mais ça favorise le mouvement, le changement, l'agilité dans la prise de décision. Et généralement, on n'y pense pas pendant le bull market, et le bear market arrive, et on se rend compte que la décentralisation, en fait, c'est très bien, que Ethereum, c'est super, et qu'on est très content qu'Ethereum soit décentralisé. Et justement, avec aujourd'hui, donc sur ce produit-là, vous avez quoi? Vous avez 2-3 ans de track record, donc il y a quand même eu une paire de projets qui a été passée
au peigne fin différentes formes de DAO. C'est quoi un peu, si tu devais faire un espèce de bilan, même s'il est un peu tôt aujourd'hui, voilà, les DAO, ça fonctionne, oui, mais que dans certains cas. Est-ce qu'il y a déjà des conclusions que tu es capable de tirer aujourd'hui? Alors, la première conclusion, je dirais, c'est que c'est vraiment passionnant de couvrir tout ça. De couvrir ça tous les jours, tout le temps, et surtout de couvrir des DAO de tout type et de tout sous-secteur crypto. DeFi, NFT, smart contract platform, gaming ou quoi que ce soit d'autre. DAO, je reste convaincu que les DAO sont une forme d'organisation ou la forme d'organisation du futur, en tout cas pour le Web3. Il y en a bien entendu qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Parmi celles qui fonctionnent, on peut en citer un certain nombre, notamment DeFi. Aave est une DAO très bien structurée, qui avance bien et où on sent vraiment que la DAO et la communauté qui fait la DAO est très utile au développement du projet. Compound, c'est pareil. Compound a développé son propre système de gouvernance on-chain qui est maintenant utilisé par beaucoup d'autres DAO et ça fonctionne très bien. Ils ont évolué sur ce système-là, ils l'ont développé, ils l'ont corrigé quand ça allait pas, mais ils sont globalement bien, ils sont sur la bonne voie. Maker est très bien structuré également. C'est une gouvernance et une structure très compliquée pour tout le monde et y compris pour nous, mais ils sont très bien structurés. Uniswap, pareil. Globalement, les grosses DAO DeFi sont assez bien organisées. Et on peut imaginer, à ton avis, sur une échelle de temps plus ou moins longue, de voir ces systèmes prendre place dans le monde un peu plus traditionnel, où justement le monde traditionnel fait que c'est moins adapté à ce type de gouvernance? Je pense que ça prendra de plus en plus de place dans le monde traditionnel. Il y a quand même un certain nombre d'obstacles d'obstacles à régler avant, notamment un aspect de régulation. Oui, sur la partie juridique, il y a des choses qui ne sont pas compatibles dans tous les cas. Exactement. On voit qu'aujourd'hui, une des grosses questions pour les DAO qui se lancent est quelle structure ils choisissent. Est-ce qu'ils choisissent une structure régulée au Delaware, aux Bahamas ou dans toutes les autres juridictions qui proposent d'accueillir les DAO? Est-ce qu'ils choisissent le Far West? Pas de structure, juste des token holders et on voit plus tard. Mais pour l'adoption, bon, peut-être que ça va faire bizarre de la part de quelqu'un qui bosse en crypto et d'un crypto native. La régulation, ça peut porter à polémique, mais si on veut scaler et favoriser l'adoption, on a besoin de régulation. Bon, je crois qu'ici, on est tous assez en phase avec cette conclusion. On arrive au terme de notre émission. Tu avais une dernière question, Thibaut? Si tu avais deux, trois tips justement pour les gens qui veulent s'intéresser un peu à cette nouvelle forme de gouvernance, est-ce qu'il y a des endroits où on peut suivre un petit peu de l'actualité sur les sujets? Messari, bien sûr, Messari, au-delà de couvrir le marché de la gouvernance en crypto, on écrit aussi des rapports sur la gouvernance, sur les différents systèmes de gouvernance qui sont disponibles. Bien entendu, Messari. Top. Bon, merci beaucoup Thomas pour ton intervention. C'était absolument passionnant. Si vous avez aimé l'émission du jour, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit pouce bleu en dessous de la vidéo serait le bienvenu. Si vous avez des personnalités de l'écosystème que vous avez envie de nous voir inviter ou des sujets passionnants que vous aimeriez nous voir traiter, évidemment, n'hésitez pas à nous en faire part. C'était Parlons Crypto sur BFM Business, une émission produite par la H Consulting et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine.